Quand le premier volet de la saga The Conjuring sort en 2013, les retombées sont inattendues. Le film retrace l'histoire vraie de la famille Perron, une histoire de hantise dans une maison de Harrisville au Rhode Island. La Old Arnold Estate, construite en 1736 par Dexter Richardson. Il faut dire là que le décor se prête particulièrement bien à une histoire de film d'horreur. La demeure est l'une, dites-vous, des plus anciennes constructions encore debout de l'état du Rhode Island. Une terre foulée par les premiers colons qui ont fondé les premières colonies anglaises. Terre où de nombreuses sorcières de Salem seraient apparemment venues se réfugier pour fuir les procès. Une époque où il ne fait pas bon d'être une femme, en fait. D'ailleurs, à propos de la maison, il se raconte une sombre légende. Une femme y aurait sacrifié un bébé pour pactiser apparemment avec le diable et obtenir la jeunesse éternelle. Alors vous allez me dire, c'est quoi son nom? Bathsheba Sherman. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a vraiment existé. Née Bathsheba Taylor dans l'état du Rhode Island en 1812. Son nom d'épouse lui vient de Judson Sherman, avec qui elle se marie à Thompson, dans le Connecticut, le 10 mars 1844. Aujourd'hui, il y a tellement de recherches historiques sur cette femme qu'on connaît même, dites-vous, le nom du gars qui les a mariés, Waymon Styles, un juge de paix local. Pourtant, l'histoire se mêle à la légende à propos de Bathsheba. Et ce que la légende raconte, c'est qu'elle et son mari ont vécu à la Old Arnold Estate. Pendant qu'elle s'occupe du foyer, son mari exploite les terres agricoles. Il faut dire que le domaine s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. En mars 1849, ils ont un fils qui se prénomme Herbert. Bathsheba a alors 37 ans. Avant Herbert, le couple aurait eu 3 enfants. Julia en 1845, Edward en 1847 et George en 1853. Tous prématurément morts avant l'âge de 7 ans, à moins que ce ne soit 4 ans. Mais bon, il faut dire qu'aucun recensement vraiment ne peut confirmer ces informations. Mais il est possible que les enfants soient nés et morts entre 2 recensements et n'apparaissent dans aucun registre. Une chose est sûre les amis, à cette époque-là, la mortalité des enfants est plus forte qu'aujourd'hui. Mais bon, le nombre de décès autour de Bathsheba crée la méfiance de plus en plus autour d'elle. La famille, aisée, loge très souvent chez un saisonnier pour les aider à la ferme. Mais un jour, alors qu'elle garde des enfants pendant que tout le monde travaille à l'exploitation, un nourrisson meurt subitement entre ses mains. L'autopsie du bébé révèle qu'une aiguille enfoncée à la base de sa nuque a causé le décès prématuré. C'était apparemment une grosse aiguille à coudre. Les rumeurs alors se répandent de plus en plus. Cette sorcière apparemment a sacrifié l'enfant pour conserver sa jeunesse. Elle est traînée alors devant le tribunal, mais bon, faute de preuves, elle n'a jamais été condamnée. Enfin, jamais condamnée, si en fait, par l'opinion publique, qui l'a déjà jugée complètement coupable. Et la preuve ultime de l'existence de Bathsheba à la Old Arnold Estate, c'est cette photo. On la verrait au premier plan, devant la maison. Elle semble porter un masque chirurgical qui rend la photo encore plus flippante. Mais en vrai, à l'époque, on en fabriquait déjà en tissu pour se protéger des épidémies de grippe ou de tuberculose. Elle aurait alors 70 ans apparemment sur cette photo. Et elle ne semble pas du tout faire son âge. Ce qui alimente alors là, d'autant plus vous l'imaginez, la théorie selon laquelle elle a vendu son âme au diable contre la jeunesse éternelle. Enfin, si c'est bien la véritable Bathsheba qu'on a devant nous. Car les archives historiques de la ville attestent bien de l'existence de cette femme. Son mari, Judson Sherman, est décédé lui en 1981, 4 ans avant elle. Et son fils, Herbert, seul enfant supposé survivant des mains diaboliques de sa mère, se marie la même année avec une femme prénommée Anna. Il fonde sa propre famille, il est agriculteur aussi comme son père, et il bénéficie d'une assez longue vie. En réalité, les archives historiques montrent que la famille Sherman n'a pas du tout vécu sur le domaine de la Old Arnold Estate, mais dans une ferme voisine. Quand Bathsheba meurt le 25 mai 1885, on dit qu'elle est d'abord tombée dans une étrange paralysie avant que son corps se transforme en pierre. Sa tombe est toujours à Harrisville, dites-vous, dans le cimetière historique Sherman Farm RD. Bon, enfin, ce qu'il en reste. Car c'est justement la sépulture de Bathsheba Sherman qui va subir les conséquences de sa réputation. Quand le film The Conjuring sort au cinéma, vous l'avez peut-être sûrement vu déjà, la légende désormais hollywoodienne prend le pas sur la réalité. Des foules se pressent pour saccager la sépulture de cette pauvre femme morte il y a déjà 128 ans. Saccagée, ou plutôt profanée. Et l'histoire, dites-vous, ne s'arrête pas là. C'est elle qui est accusée dans le film d'être l'entité démoniaque qui persécute la pauvre famille Perron quand elle achète la Old Arnold Estate en 70.
1970. Les plus fervents adeptes alors du paranormal hollywoodien se ruent sur la tombe et brisent la sépulture. Et ce n'est pas la seule, là dites-vous, à subir les conséquences désastreuses de l'adaptation de l'histoire sur grand écran. Les nouveaux habitants de la Old Arnold Estates aussi sont importunés. Les familles qui ont habité la maison après la famille Perron. Des foules d'adeptes du paranormal qui ont réussi à localiser le lieu se mettent à débouler chez eux sans aucune autorisation. Ils entrent sur le domaine comme chez leur tante, ils prennent des photos et demandent même à visiter la maison. Les mecs n'ont aucun respect. D'abord quelques locaux, puis des quarts entiers de touristes adeptes de l'étrange. Le couple n'en peut plus. Pourtant, ça fait maintenant 34 ans qu'il habite la demeure. Et jamais rien d'étrange, ni même de paranormal, ne s'est manifesté. Le seul phénomène là qui surprend parfois, ce sont les courants d'air causés par un vieux puits dans la cave. Mais alors que s'est-il passé les amis dans la Old Arnold Estate pour qu'elle hérite d'une telle réputation? Qu'a donc vécu vraiment la famille Perron entre ses murs? L'âme démoniaque de Bathsheba Sherman hante-t-elle encore les lieux? Ou est-ce que c'est juste un sombre canular qui utilise l'histoire pour créer une légende? Bon, j'imagine que vous avez tous capté directement. On part à la recherche, les amis, aujourd'hui, de la vérité sur la hantise de la famille Perron. Je vous invite les amis à attraper vos équipements de chasseurs de fantômes, les meilleurs, votre petit crucifix au cas où. Aujourd'hui on est dans un petit champ de maïs, voilà, endroit assez improbable, j'aime bien raconter des histoires comme ça dans des endroits un petit peu improbables. J'ai peur, full transparent, j'ai très peur. Heureusement qu'il y a Christian avec moi à côté parce que je me chierais dessus si je serais vraiment là tout seul. N'hésitez pas les amis, si vous avez aimé la vidéo, quand vous avez fini voilà, de la regarder, à me dire si vous avez kiffé, à mettre un petit commentaire et aussi à mettre un like évidemment, ça me soutient beaucoup et je verrai en fonction des likes si vous aimez le format. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire, je sais que vous adorez les histoires paranormales, quelle histoire paranormale je pourrais traiter pour un prochain épisode. Quand Roger Perron rentre du travail un soir de juin 1970, il ne s'attend pas du tout à ce que va lui annoncer son épouse Caroline. Son travail de vendeur ambulant le conduit sur les routes à longueur de temps. À la fin de sa semaine, il n'a qu'une envie, rentrer, se mettre tranquillement à l'aise et profiter avec sa famille. Logique. Mais ce soir-là, ça va pas du tout se passer comme il l'avait prévu. Aucun repos pour lui. Caroline, elle, l'attend avec impatience pour annoncer la nouvelle. Elle a vidé leur compte en banque. Pire nouvelle qu'il aurait pu recevoir, le mec est fatigué, force à lui. Enfin, elle a exactement vidé plutôt son compte à lui. Pour offrir quoi? Une super belle maison dont elle a trouvé l'annonce dans un journal. Une ancienne ferme de 300 mètres carrés située dans la petite ville de Harrisville, dans le Rhode Island. Il y a un immense parc de plusieurs dizaines d'hectares, avec des arbres et même un étang et un ruisseau. Un puits dans la cave, dites-vous, permet même de puiser l'eau du ruisseau. Bon, il faut dire que le couple et leurs 5 filles sont un peu à l'étroit là où ils vivent actuellement. Et puis, bon, ça fait déjà longtemps qu'ils cherchent un meilleur cadre de vie, un environnement plus calme, loin de la ville, loin de l'agitation et de la pollution. Ça fait un moment maintenant qu'elle, Caroline, ne se sent pas vraiment trop bien où ils sont. Alors, en voyant cette maison, la mère de famille, une trentenaire jolie et dynamique, a eu un vrai coup de cœur. Elle en est certaine, ils seront plus heureux dans ce petit paradis sur Terre. Le propriétaire actuel, Monsieur Kenyon, est un homme plutôt vieillissant. Il n'est plus du tout en capacité de s'occuper de la propriété et son fils lui demande de vendre alors la ferme. Le jour de l'emménagement, toute la famille est hyper heureuse. Même Roger a encaissé le coup. Finalement, en voyant la maison, il a eu le coup de cœur et il s'est dit lui aussi qu'il était plutôt content de ce nouveau départ. Pourtant, le vieux monsieur qui gérait la ferme avant ça, Monsieur Kenyon, prévient Roger. Par pitié, pour le bien de votre famille, laissez toutes les lumières allumées pendant la nuit. Mais alors, pourquoi, vous allez me dire, il lui met une telle mise en garde? Que se passe-t-il de si étrange dans cette maison pour laisser les lumières allumées toute la nuit? Bon, malgré l'étrange avertissement, Roger ne se fait pas vraiment du souci. Après tout, la maison est grande et les enfants ont vite peur quand il fait nuit. Bon, peut-être que Monsieur Kenyon a juste voulu le prévenir du côté effrayant de la maison dans l'obscurité. La demeure porte bien les traces du temps, et bon, c'est plutôt normal. Elle en a vu passer des années depuis sa construction. Des décennies, des siècles entiers se sont succédés depuis qu'elle est littéralement debout. Le couple et ses 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cynthia et April, emménage alors en janvier 1971. La famille, qui pense emménager dans la maison de ses rêves, est loin de se douter à ce moment-là du cauchemar qu'elle s'apprête à vivre. Les Perron vont vite, très vite comprendre contre quoi le propriétaire précédent voulait les mettre en garde.
Dès leur arrivée dans la maison, ils se sentent plutôt bien et déjà même chez eux, comme s'ils avaient toujours vécu dans cette demeure. La maison est grande et chacune des filles possède sa propre chambre. Mais dans son fort intérieur, chacun ressent une ambiance étrange, assez inhabituelle. Et ce pressentiment va arriver dès le premier jour. À peine sont-ils arrivés dans la maison, Monsieur Kenyon est encore en train d'emballer quelques affaires. Andrea, l'aînée, aperçoit un homme avec lui. Un homme bizarrement habillé, qui se tient dans le coin de la pièce. Elle pense alors qu'il s'agit d'un voisin, probablement venu dire au revoir à Monsieur Kenyon. Et comme c'est une enfant assez polie et bien élevée, elle lui dit bonjour de la main. Mais l'homme reste plutôt silencieux et ne répond pas du tout. Andrea rejoint alors sa mère dans la cuisine et lui demande qui est l'homme avec Monsieur Kenyon. Caroline répond alors à sa fille qu'il n'y a absolument personne d'autre qu'eux. Pourtant, une autre enfant de la famille Perron, Christine, l'a vu aussi cet homme, puis Cindy aussi. Enfin, Nancy fait irruption à son tour dans la cuisine. Elle vient de voir un homme étrange dans le coin du salon auprès de Monsieur Kenyon. Un homme qui a mystérieusement disparu ensuite. Mais leur mère soutient encore une fois qu'il n'y a personne avec eux et qu'ils sont seuls. Convaincus alors d'être victimes de leur imagination, elle passe à autre chose et reparle, jouer sans y penser. Et puis, la maison n'est pas réputée de base pour être hantée dans le coin. En tout cas, personne ne s'en est jamais plaint. Pourtant, de jour en jour, les phénomènes augmentent. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus intenses. Des phénomènes qui ont principalement lieu en présence des enfants. Quelques nuits à peine après leur emménagement, la petite Cindy entre dans la chambre de sa grande sœur, Andrea. Elle tremble de peur et lui demande si elle peut dormir avec elle. Elle dit à Andrea qu'elle entend des voix dans sa chambre. Des voix qui lui parlent tout en même temps, lui disant tous la même chose, en répétant en boucle « Il y a 7 soldats enfermés dans le mur ». Après les apparitions et les voix, ce sont des objets qui se déplacent seuls autour des filles. Des chaises se rangent même à leur place. Bon, c'est plutôt pratique, vous allez me dire, mais pas seulement. Les livres s'empilent en piles infernales. La chasse d'eau se fait entendre quand personne n'est aux toilettes. Dans la cuisine, le frigo s'ouvre et se ferme seul et projette de la nourriture partout. L'électroménager se met même de temps en temps à marcher tout seul. Alors que personne n'est en train de faire le ménage, on entend un bruit de balai. Puis, ce sont des pas qui résonnent, la nuit surtout, dans les couloirs. Mais quand tout le monde dort, des odeurs de fleurs se font ressentir sans aucune explication. Ils n'ont pas du tout de fleurs chez eux. C'est un peu comme par magie, ou par sorcellerie. Et même dites-vous qu'un soir, les filles voient le téléphone fixe se soulever de son socle et retomber brutalement plusieurs fois. Quand Roger entre à la fin de la semaine et découvre qu'il doit acheter un nouveau téléphone, il est complètement furieux, vous imaginez. Il pense en fait que ses filles profitent de son absence pour faire n'importe quelle connerie et mettre la misère à leur mère. Mais ce que les enfants vivent est bien différent. Nous avons découvert très vite, immédiatement en fait, en emménageant, que nous n'étions pas seuls. Nous partagions l'espace et il fallait l'adapter. Ça, c'est ce que va dire Andrea Perron. Toutes ces manifestations en fait commencent là à laisser planer un sentiment de peur parmi les enfants. Les filles pensent qu'elles sont seules à être perturbées par les manifestations. Elles en parlent entre elles, mais surtout pas à leur mère. Elles ont trop peur que Caroline décide de déménager à nouveau si elle leur raconte tout. Roger, qui est très souvent sur la route, ne se rend pas vraiment compte en fait de ce qu'il se passe la semaine en son absence. Andrea, l'aînée, âgée de 13 ans, pense même qu'elle est en train de perdre la raison et de devenir complètement folle. Et c'est pour ça aussi qu'elle n'en parle pas du tout à sa mère. Elle est persuadée en fait que sa santé mentale est en train de foutre le camp. Si elle parle de toutes ces manifestations inexplicables, personne ne va la croire, évidemment. Encore pire, peut-être l'enverrait-on dans un institut psychiatrique. Il faut dire qu'elle a elle-même du mal à croire ce qu'elle voit de ses propres yeux maintenant. Et puis, le premier réflexe face à un événement inexpliqué, c'est de lui trouver une raison, coûte que coûte. Pas une cause surnaturelle, encore moins démoniaque. Et pourtant, tout ne fait que commencer pour la famille Perron. Au mois d'avril 1971, ça ne fait pas encore un an que les Perron ont emménagé à la Old Arnold Estate. Caroline fait un grand ménage de printemps et décide d'ouvrir toutes les trappes qui condamnent les différentes cheminées. Les cheminées de la maison ont toutes été condamnées avant leur emménagement. Et elle ne sait d'ailleurs pas vraiment pourquoi. Le travaux d'ouverture des cheminées semble marquer le début d'une série de manifestations de plus en plus violentes. Caroline, alors, a-t-elle déclenché la fureur des âmes du passé en modifiant comme ça parce qu'elle avait envie la maison? A-t-elle libéré quelque chose de démoniaque qui serait resté prisonnier jusqu'ici? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais vous inquiétez pas, on va très vite le savoir. Lors d'une partie de cache-cache, Cindy se cache dans un coffre en bois. Elle attend, mais personne ne vient la trouver. Mais alors qu'elle veut sortir, elle est bloquée.
alors qu'il n'y a pas du tout de verrou sur le coffre. C'est comme si quelqu'un appuyait volontairement dessus pour l'empêcher de sortir. Bon, je vous laisse imaginer, elle hurle, elle s'acharne à coups de pied pour essayer d'ouvrir ce fameux coffre. Quand le coffre s'ouvre enfin, elle voit sa grande sœur. Vexée, la petite l'accuse d'avoir voulu lui faire peur. Mais sa grande sœur lui dit qu'elle a accouru après l'avoir entendu crier et qu'elle vient justement pour la sortir de là et qu'elle n'a pas du tout appuyé sa main pour l'éviter de sortir. Elle lui jure qu'elle n'y est pour rien. Alors à force d'être témoin de tous ces phénomènes bizarres de fou, elle essaye d'entrer en contact avec les entités qui en sont à l'origine. Elle essaie de s'adresser à elles, d'instaurer une forme de dialogue. Et d'après leurs témoignages, ça fonctionne plutôt bien. Un jour, la petite dernière, April, ouvre le placard dans lequel elle range ses jouets à l'étage. Elle y trouve là un petit garçon, blond, qui a environ son âge. Du haut de ses 5 ans, la petite ne réalise pas que la situation est assez étrange. Elle lui dit, par politesse seulement, « bonjour » de la main. Le garçon alors se retourne vers elle. Ses yeux verts sont pleins de larmes. Il porte un air terrifié sur son visage. Et il a l'air aussi très malade. Il rampe à 4 pattes vers April et se présente. Il s'appelle apparemment Olivier Richardson. La petite April accepte de lui prêter ses jouets et ils tissent même une forme d'amitié. Mais sur le moment, elle n'en parle pas du tout à sa famille, ni à qui que ce soit en fait. Personne n'est au courant de son amitié avec le petit garçon blanc dans le placard. Elle n'en parle que 30 ans après les faits. Seulement quand sa sœur Andrea s'est mise à écrire un livre qui raconte toute leur hantise. Au même moment, dites-vous, de la production du film The Conjuring. Tout est lié bizarrement. Une autre nuit, les sœurs font une soirée pyjama dans la chambre de l'une d'entre elles. La petite Cindy se réveille au milieu de la nuit. Elle a froid, même très froid. Elle se redresse dans son lit et voit une créature qui se tient au-dessus du lit de sa sœur Andrea. Elle a à peine le temps de reconnaître qu'il s'agit d'une vieille dame. La créature lui saute dessus, la tire de son lit et la projette de son lit. La pauvre fillette alors essaie de crier pour alerter sa famille. Mais aucun son ne sort de sa bouche. Alors, complètement terrorisée, elle prend conscience que la créature est en train de la traîner à la cave. Cave qui inspire déjà à la famille un sentiment plutôt oppressant. Soudain, l'entité disparaît et laisse la pauvre Cindy, complètement, vous imaginez, tétanisée de peur, dans les escaliers. Un après-midi, c'est Andrea qui est témoin d'un phénomène étrange qui provient de la cave. Elle est en train de faire ses devoirs quand elle entend des pleurs de bébé. Des pleurs de douleur qui semblent provenir de cette fameuse cave. Puis, les pleurs s'arrêtent. En bas, la porte de la cave grince lentement. Quelqu'un est en train de l'ouvrir. Pourtant, Roger a installé un verrou sur cette porte. Personne, là, ne peut l'ouvrir de l'intérieur. Et il est le seul avec Caroline à avoir la clé qui ouvre la porte. La température, alors, chute brutalement et la porte claque. Roger est à la maison, heureusement, ce jour-là, pour tout voir. Il n'a pas entendu les pleurs de bébé, mais il voit sa fille complètement terrifiée. Il décide alors de descendre vérifier cette fichue cave. Quand il arrive alors au seuil de l'escalier, la porte est ouverte. Pourtant, il n'y a aucune infraction visible. Il commence à s'agacer et se demande ce qu'il se passe ici en fait. Roger, lui, est plutôt sceptique. Il ne croit pas vraiment au paranormal. Après tout, sa femme et leurs 5 filles sont toutes seules la semaine dans cette immense propriété. Peut-être que le sentiment d'insécurité les perturbe en son absence, au point où elles subissent une sorte de délire collectif d'hallucination. Ne serait-ce pas une manière peut-être d'attirer son attention quand il est à la maison? Lui, ce père, est toujours absent à cause de son travail. Pour le père de famille, une chose là est sûre. Pas question d'expliquer ces phénomènes par des quelconques présences surnaturelles. Il est persuadé que ce n'est que le fruit de l'imagination des enfants. Mais il a beau être dans le déni, les phénomènes mystérieux continue dans la maison, au point où les enfants ont maintenant peur au moment d'aller se coucher, jusqu'à ce que les adultes aussi commencent à les apercevoir. Car progressivement, Roger aussi est témoin de phénomènes qu'il ne peut expliquer. Un soir, il descend à la cave chercher des provisions. Sans s'y attendre, il ressent une main qui passe dans son dos. Alors surpris, il pense d'abord que c'est Caroline, sa femme. Mais quand il se retourne, elle n'est pas du tout là. En fait, personne n'est là. Il est absolument seul dans cette cave. Il comprend que quelque chose d'étrange vient de lui arriver. Mais tout de même, des fantômes? Non. À force de vivre cette tension à la maison, il se montre de plus en plus colérique. Pour Caroline, la mère de famille, c'est
un peu différent. Depuis leur emménagement, elle se sent fatiguée. Tous les jours, elle va être de plus en plus épuisée. Elle éprouve un sentiment de tristesse très profond et de désespoir. Elle qui est de nature très dynamique et pétillante. Ses filles trouvent même qu'elle vieillit plus vite que la normale. Elle perd rapidement du poids, sa peau se ride et ne ressemble plus qu'à l'ombre d'elle-même. On dirait presque que c'est une autre personne. La tristesse est vraiment palpable autour d'elle. Mais elle n'a pas encore été directement témoin d'apparition. Une nuit, Cindy, qui est allongée à côté de sa sœur Christine, l'entend gémir. Elle se retourne et s'aperçoit terrifiée que quelque chose semble bouger sur la peau de la pauvre Christine. Et c'est ce qui la fait gémir de douleur. Cindy essaie de réveiller sa sœur, mais rien n'y fait. Elle court chercher sa mère, qui envoie Roger vérifier ce qui se passe. Bon, avouez, on aurait tous fait ça, je pense. Envoyer le daron, c'est la meilleure solution à ce moment-là. Bref, le Roger, il monte, il en a ras-le-bol. Le gars, il bosse toute la semaine, et quand il rentre, tout le monde est agité par des soi-disant fantômes qui foutent le bordel dans la maison. Et en pleine nuit en plus, bon, pour lui, c'en est trop. Mais bon, en bon père de famille, il y va quand même. Arrivé en haut, il trouve alors Christine qui s'est réveillée et semble aller très bien. Mais les couvertures chauffantes qu'il vient d'acheter pour ses filles sont brûlées. Il explose. Les fantômes, les apparitions et les cris de bébé, ça suffit pour lui. Le gars se casse le cul toute la semaine de ce qu'il dit au travail, sa femme vient de claquer toutes leurs économies dans cette fichue ferme, et en plus, il faut qu'il y ait des fantômes dans cette maudite demeure. Des fantômes qui, en plus de ça, foutent le feu aux couvertures. Roger est complètement furieux. Pour lui, c'est clair, les gamines lui font la misère pour son absence et invente des histoires à dormir debout. Quant à Caroline, sa femme, qui dépérit à vue d'œil alors que c'est celle qui rêvait de cette maison. Elle devient même complètement cinglée. Même la voisine, dites-vous, en est témoin. Passée rendre visite au Perran, pendant que Caroline est sous la douche, la femme patiente avec un café servi par Andrea. Mais Caroline se met pour on ne sait quelle raison à hurler dans la salle de bain. Et quand la voisine et Andrea accourent à son chevet, Caroline est blessée sur tout le haut de son corps. Elle vient de se faire attaquer par un cintre. La voisine déguerpit aussitôt et ne revient plus jamais rendre visite à la famille Perron. Tout le monde est complètement sous le choc. Sauf Roger, qui n'est pas présent au moment encore une fois de l'attaque. Lorsqu'il rentre à la maison à la fin de cette semaine-là, Caroline et les enfants lui racontent alors tout ça. Sa femme lui montre les blessures que l'attaque brutale a laissées sur son pauvre corps. Mais Roger ne la croit pas, toujours persuadé que sa femme et leur fille sont prises d'une sorte de délire bizarre. En retour, les femmes de la maison perdent confiance en leur chef de famille, en qui elles ne trouvent ni aide ni soutien. Et tous ces événements se déroulent en un laps de temps très court. Caroline en est persuadée. Tout ça s'est déchaîné depuis qu'elle a fait des travaux sur les cheminées condamnées de la maison. Et les forces surnaturelles semblent lui en vouloir, à elle plus particulièrement. Elle lui vole son énergie, l'épuise et maintenant l'agresse physiquement. Et Roger, qui ne la croit pas du tout. Il refuse vraiment d'admettre jusqu'à l'existence même des fantômes et préfère penser qu'elle devient juste complètement folle. En plus, il refuse de déménager maintenant qu'elle lui a fait acheter cette maison. Et encore, les filles ne lui ont pas du tout raconté. Et de toute façon, il ne les croirait même pas. Jusqu'à ce soir fatidique. Ce soir où, endormie dans sa chambre, Andrea entend sa mère hurler depuis la sienne. Elle ouvre les yeux, mais elle ne peut pas sortir de son lit, incapable de bouger. Ce qu'elle voit, ce n'est pas sa chambre, mais celle de ses parents. Devant son regard impuissant, elle voit apparaître une entité, près de la commode. Elle se tapit dans l'ombre, du côté de sa mère, qui dort dans son lit avec Roger à ses côtés. L'entité flotte et ne touche pas le sol. C'est une femme vêtue d'une longue robe en lin marron, un corsage serré et une large bande de dentelle autour du cou. Au-dessus de la dentelle, sa tête pend, comme si son cou ne tenait pas. La créature s'approche de lui en plus de Caroline. Andrea, qui voit la scène depuis son lit, ne peut ni bouger ni crier. Caroline alors se réveille et dans un élan de recul, elle essaie d'échapper à la créature. Mais l'entité lui attrape le bras et lui saisit les cheveux. Ses bras à elle sont semblables à des bâtons dépourvus de mains. Caroline alors envoie des coups de pied à son mari pour le réveiller et tire la couverture qui le recouvre. Elle découvre alors là, avec horreur, des griffures sanglantes dans le dos de son mari. Elle pense qu'il est mort et hurle de plus belle. Mais quand elle se retourne à nouveau, l'entité a disparu complètement. Quand Andrea retrouve conscience dans sa chambre, elle, toujours clouée dans son lit, en sueur. Elle essaie alors de se persuader qu'elle vient de faire un mauvais rêve et tente de se rendormir. Au petit matin, elle se réveille à nouveau,
pour de bon cette fois. Elle saute de son lit et court chercher sa mère. Au salon, Caroline est assise sur le fauteuil. Sa main tremblante gribouille quelque chose sur un papier. Andrea s'approche alors pour regarder le dessin, car elle est un peu curieuse. Et c'est cette femme avec sa robe en lin et sa tête qui pend. Andrea comprend qu'elle n'a pas fait un cauchemar. Quand Roger se réveille, lui aussi porte des stigmates de la nuit passée. Caroline alors lui raconte cette fameuse attaque. Il commence alors à croire que tout cela n'est peut-être pas un délire en fait. Il a même un peu peur lui aussi. Pourtant, il en est persuadé. Si ce n'est pas de l'imagination, ces phénomènes doivent tout de même avoir une explication rationnelle. Face alors à la situation, Caroline décide d'avoir une discussion avec ses filles. Elle leur demande de raconter chacune ce qu'elles ont vécu, sauf la petite dernière, April, qui est encore beaucoup trop jeune. Jusqu'ici, chacun a un peu vécu les phénomènes dans son coin, sans réellement discuter ensemble. Mais maintenant, elles ont beaucoup trop peur. Les filles racontent tout à leur mère qui souffre beaucoup trop de la situation. Les voix dans les murs, les apparitions nocturnes. Alors horrifiée, elle est plus que jamais décidée à vendre la maison. Mais les filles, qui se sentent bien malgré tout, la supplient de ne pas le faire. Bon, il faut surtout dire qu'en réalité là, à cette époque, il y a une crise économique de fou qui fait que c'est pas facile du tout en fait de revendre une maison comme ça, pareil en plus, qui est vieille, qui est immense, c'est chaud. Alors, la famille Perron est donc contrainte de rester vivre à la Old Arnold Estate. Un matin, Caroline est réveillée par une odeur de fumée. Bizarre. Elle ouvre alors les yeux et regarde Roger à côté d'elle. Il est si immobile qu'elle croit qu'il est mort. Puis, son regard se dirige sur le reste de la pièce. Elle découvre de nombreuses apparitions, comme si toutes les entités de la maison avaient décidé de se manifester en même temps. Elles portent toutes des torches enflammées. La scène est terrifiante. Caroline, vous imaginez, est pétrifiée par la peur. Parmi les entités, une femme se penche sur Roger, comme si elle s'apprêtait à l'embrasser. Puis, elle contourne le lit et s'approche de Caroline. Elle frappe sa torche sur le sol et murmure des paroles d'incantation. Soudain, Caroline ressent une douleur perçante à la jambe. Elle jette la couverture du lit et constate que l'entité a soudainement disparu. Roger, réveillé par les cris de sa femme, lui demande ce qu'il se passe. Elle lui montre sa jambe qui semble en fait avoir été transpercée par un objet tranchant. La blessure est en forme de cercle parfaitement concentrique, comme si elle avait été causée par une grosse aiguille à coudre. Bon, là, c'en est trop. Caroline décide de découvrir la vérité sur la maison. Direction alors les archives locales. Bon, Caroline, elle est en quête de réponse. Que s'est-il passé dans cette maison pour qu'elle porte autant d'entités maléfiques? Qui sont ces âmes démoniaques là qui apparaissent à ses filles et l'agressent pendant son sommeil? Bon, à force de recherche, elle découvre de nombreuses tragédies qui se seraient apparemment déroulées sur le domaine. Suicide, noyade, mort de froid, l'endroit semble avoir pas mal de vécu. Sans parler de la présence d'une certaine Bathsheba Sherman. C'est le vieux Mackie Sherm, un pseudo-historien local, qui lui en a parlé. Il aurait même connu apparemment de son vivant cette femme diabolique sous la garde de qui des enfants sont morts brutalement. Cette sorcière maltraitait les esclaves du domaine et les enfants. Il s'agit en réalité d'une sorcière qui a passé un pacte avec le diable pour obtenir la jeunesse éternelle. Caroline comprend. Ne serait-ce pas alors Bathsheba Sherman qui s'en prend à elle? Elle aussi a été transpercée par une aiguille à la jambe, comme le nourrisson mort entre les mains de Bathsheba. Et depuis son emménagement, elle ne cesse de vieillir prématurément. Comme si, en fait, Bathsheba prenait maintenant sa jeunesse à elle. Cette sorcière ne serait-elle pas alors à l'origine de la malédiction qui plane sur le domaine? Et l'histoire du domaine, les amis, ne s'arrête pas là. Déjà, John Smith, celui de l'histoire de Pocahontas, aurait été lui-même à l'origine du bornage du terrain. Ou alors, il serait peut-être juste passé dans le coin, on ne sait pas trop en fait. Puis ce sont des générations de membres de la famille Arnold qui se sont succédés. Deux hommes, Edwin Arnold et Charlie Smith, seraient morts de froid sur le terrain. Prudence Arnold, une jeune fille, aurait été elle victime d'une agression sexuelle puis tuée dans la maison. John Arnold et sa femme se seraient alors suicidés dans la grange. Enfin, un père et son fils venus pêcher, les Baker Boys, se seraient noyés dans le ruisseau. C'est certain, il n'y a plus aucun doute.
Toutes ces âmes reviennent sûrement hanter le domaine qui semble maudit. Caroline, affaiblie, déprimée, passe son temps dans son lit. Elle parle à tout le monde de leur situation dans la maison et cherche désespérément de l'aide. Un jour, elle trouve une petite annonce dans le journal qui attire plutôt là son attention. C'est un groupe d'étudiants du coin qui cherchent à enquêter sur des phénomènes paranormaux. Ils viennent de fonder ensemble le Parole, un groupe de recherche parapsychologique. Caroline alors les appelle aussitôt et invite les 3 étudiants, Kate, Carl et Donna, à visiter la maison. Au moment où ils reçoivent l'appel de Caroline, eux-mêmes ne croient pas trop en son histoire, tellement qu'elle paraît énorme et très fake. À l'arrivée des enquêteurs amateurs, les filles conduisent Kate à l'étage pendant que Caroline, elle, discute avec les 2 autres en bas. Les enfants disent à l'enquêteur qu'elles ont peur et lui racontent tout. Lui constate qu'il n'y a pas de croix dans la pièce et décide d'en tracer une à la craie sur la moustiquaire de la fenêtre. Et en un éclair, le bâton qui maintient la fenêtre entrouverte vole dans la pièce. La fenêtre se ferme et quelque chose frappe la tête de Nancy. Kate voit alors la tête de la petite se tourner sous les coups invisibles. Il comprend alors que c'est bien réel là, ce qu'il voit devant lui. Kate redescend alors et confirme à Caroline la présence d'un esprit démoniaque. C'est promis alors, ils vont l'aider. Une nuit, Donna reçoit un coup de téléphone. C'est Caroline, complètement paniquée, qui lui dit avoir été réveillée et menacée par la silhouette au cou tordu. « Je vais vous rendre folle à force de mort et de tristesse, mais ce sera trop tard pour vous car vous serez mort. » Donna comprend que la situation les dépasse et appelle Ed et Lorraine Warren. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des démonologues. Lorraine, elle, est clairvoyante autoproclamée et ce sont finalement en fait les plus gros enquêteurs du paranormal. Kate, Carl et Donna les ont rencontrés pendant l'une de leurs conférences payantes sur le paranormal. Depuis, ils ont gardé contact. Et Donna pense que ce sont les seuls à réellement pouvoir aider la famille Perron. Alors en 1973, quand Donna les appelle et leur explique la situation, ils se montrent plutôt enthousiastes. 2 jours après, ils se présentent chez les Perron avec les étudiants du Parole. En pleine semaine, Caroline est seule à la maison pendant que Roger travaille. À ce moment-là, Ed et Lorraine Warren ne sont pas encore ces enquêteurs superstars internationaux que l'on connaît aujourd'hui. En réalité, chronologiquement, ils n'ont absolument aucune affaire à leur actif, même s'ils affirment dans leur autobiographie avoir eu en charge l'affaire Annabelle en 1968. On ne trouve aucune trace de cette pseudo-affaire de poupée maudite avant la parution du livre en 1980. En gros, on n'entend pas parler d'Annabelle avant 1980. Les Warren, en 1973, sont d'illustres inconnus, bien loin des stars qu'ils sont devenus aux yeux surtout d'Hollywood. Sur place, ils se présentent alors à Caroline et proposent leur aide, sans aucune contrepartie financière. Caroline alors accepte cette aide inespérée et les fait entrer pour visiter la maison. Leur raconte-t-elle ses recherches sur l'histoire du lieu? Bathsheba, le nourrisson sacrifié, la blessure à la jambe, les morts sur le domaine, le Prudence Arnold? Oui. Et après avoir écouté Caroline, Lorraine Warren en est persuadée. C'est Bathsheba qui l'a blessée avec son aiguille qu'elle a gardée outre-tombe. À partir de ce moment, elle ne cesse de nommer la présence démoniaque par le nom de Bathsheba. Pour approfondir leur enquête, Ed et Lorraine Warren sortent tout un tas d'instruments de mesure des champs électromagnétiques, du matériel d'enregistrement sonore et visuel, sans compter sur l'intuition et la clairvoyance apparemment de Lorraine, qui déambule dans chaque pièce à la recherche de la source de l'énergie négative. Dès les premiers instants dans la maison, elle se dit ressentir une sorte de présence maléfique hyper oppressante, particulièrement près du poêle à bois. Dites-vous qu'elle se met même à trembler, affectée par ce qu'elle ressent dans la maison. Dans une autre pièce, elle voit la pauvre petite Prudence se faire tuer par son agresseur. Tous ces ressentis, toutes ces visions confirment les inquiétudes de la famille Perron. Je sens une présence maléfique dans cette maison. Elle s'appelle Bathsheba. C'est ce que va dire Lorraine Warren. Rien que ça. Selon la clairvoyance de Lorraine, la présence diabolique n'est autre que Bathsheba Sherman en personne. Lorraine leur conseille très vite de fuir la maison. En attendant, elle leur donne quelques conseils pour se protéger et leur promet qu'ils reviendront les aider. Ce qu'ils feront d'ailleurs quelques fois seulement malheureusement, selon Andrea Perron. 6 pour être exact. Quand il rencontre enfin Roger, les Warren l'interrogent aussi sur ce qu'il vit dans la maison. Lui n'apprécie beaucoup ces enquêteurs du paranormal et le fait bien savoir à son épouse. Il désapprouve même plutôt leur visite. Mais il ne peut rien refuser à sa femme qui est de
plus en plus affecté moralement et physiquement par cette histoire. Un soir, Roger rentrait de ses courses avec un sac d'oranges. Caroline en découpe une, tout simplement, mais ce n'est pas du jus qui en sort, c'est du sang. Pire dans tout ça, c'est qu'elle ne sait pas couper. Pourtant, mais le sang sort bien de l'orange et lui coule même entre les doigts et tombe à grosses gouttes sur le sol. Roger l'attrape juste avant qu'elle ne s'évanouisse. C'est certain, les esprits essayent de lui dire quelque chose, mais quoi? Elle ne sait pas. Quel est le sens de cet avertissement sanglant? Aucune idée. Les Warren, eux par contre, sont convaincus qu'elle est sur le point d'être possédée. Il faut alors agir et au plus vite. Leur 6e et dernière visite a lieu durant l'été 1974. Un vendredi après-midi, ils appellent Caroline et demandent à venir la voir. Roger est encore une fois absent ce jour-là, alors Caroline leur propose de repasser un autre jour. Mais les Warren insistent jusqu'à ce qu'elle accepte. Ils se mettent alors aussitôt en route. Le soir, quand Roger rentre et que sa femme lui annonce l'arrivée des Warren, il réagit plutôt mal. À leur arrivée, ils sont accompagnés d'une médium, d'un prêtre et d'une équipe de tournage. Mais alors là, vous allez me dire dans quel but? Et c'est quoi le plan là? Une séance de spiritisme filmée. Voilà l'idée qu'Ed et Lorraine Warren ont derrière la tête, pour entrer finalement en contact avec les entités qui hantent le domaine. Roger, lui, tente de s'opposer et refuse d'y participer. Mais Caroline, elle, accepte. Elle demande aux filles d'aller dormir chez des amis. Mais seule Nancy réussit à aller chez son amie Katie. 4 des 5 filles sont coincées dans la maison avec leurs parents et les Warren, qui sont prêts à affronter maintenant les forces du mal. Vous allez me dire que c'est totalement une preuve d'inconscience? Totalement. Les adultes demandent alors aux enfants d'aller dans leur chambre et d'y rester pour la nuit. Mais bon, vous vous doutez bien, ce sont des enfants. Sérieusement, est-ce que vous, qui regardez cette vidéo, vous seriez resté dans cette chambre seul alors qu'il se passe littéralement une hantise, une possession en bas? Perso, non. Lorraine, elle, pour convaincre Roger de les laisser faire, le prend par les sentiments. Elle essaie de le convaincre et lui dit que sa femme est en danger et qu'il va la perdre s'ils ne font rien. Elle lui jure alors que c'est nécessaire pour aider Caroline et que s'il l'aime, il doit accepter. Roger finit par accepter, mais bon, reste un petit peu en retrait quand même. Tout le monde pense à ce moment-là que les filles sont à l'étage, à l'abri dans leur chambre. Mais Andrea et Cindy sont descendues en douce pour assister à la scène. Des bougies sont allumées sur la table et les adultes se tiennent la main autour. Marie, la médium, ouvre la scène en invitant les entités à se manifester. Toutes les entités, surtout Bacheta Sherman. La réponse ne se fait pas entendre. Caroline commence à se tordre, se recroqueviller sur elle-même. Elle semble soudain possédée par quelque chose qui s'est emparé d'elle et qui ne ressemble plus du tout à un être humain. Assise alors sur sa chaise, la tête baissée, les épaules voûtées, elle gémit. Puis, elle redresse la tête et se met à parler d'une langue inconnue qu'elle n'a jamais appris. Les traits de son visage sont complètement déformés. La table se soulève du sol, puis s'éclate sur le sol si violemment qu'elle laisse une marque sur le plancher. Le prêtre, qui n'est pas un exorciste spécialisé à ce moment-là, est blanc comme un cul tellement là il a peur. Les filles qui assistent cachées à la scène sont complètement traumatisées de la situation. Même Ed et Lorraine paraissent complètement effrayées. La médium, elle, d'un coup est prise de vertige. Mais elle réussit quand même à trouver la force d'interpeller le mal. Crache le morceau. Pourquoi es-tu là? La chaise sur laquelle Caroline est assise se soulève d'un coup du sol et la propulse. On peut entendre même, dites-vous, le choc de son crâne sur le sol quand elle retombe. Andrea, bon vous imaginez, est terrifiée à l'idée que sa mère soit morte. La nuit de la séance fut un événement choquant et horrible. La définition même du traumatisme infantile. C'est ce que va dire Andrea. Alors Roger, là, qui assiste de loin à la scène, se précipite sur la femme. Mais Ed tente de s'interposer et l'attrape par le bras pour la retenir. Roger alors se retourne en hurlant « Sortez d'ici tout de suite !» Et là, il se prend une énorme patate de forain. Bim, Ed Warren tombe raide par terre, le nez ensanglanté. Miskine. Il faut dire que Caroline vient juste de s'éclater la tête là sur le sol et que le mec tente littéralement d'empêcher qu'on lui vienne en aide. Roger est furieux, mais Lorraine soutient son mari. Il ne faut appeler aucune aide. Tout doit se régler entre eux dans la maison. Mais alors peut-être ont-ils tout simplement peur de la mauvaise publicité que cela ferait à leur activité? Ou pire peut-être, inculpés si Caroline décède de sa blessure? Roger arrive quand même à s'approcher de sa femme et contrôle ses signes vitaux. Il utilise toutes les insultes qu'il connaît pour tenter de faire fuir les Warren de chez lui. Une fois tout ce cirque alors dehors, il étend tranquillement sa femme sur le canapé. Elle reste inconsciente plus de 45 minutes et quand elle se réveille, elle ne se souvient de rien. Mais son corps par contre entier est douloureux et elle a une énorme bosse sur le crâne. Et ce n'est
pas encore la fin de ses tourments. On aurait pu croire, mais pas du tout, c'est pas encore fini. Après les démons, c'est son mari qui lui tombe dessus. Il lui reproche violemment d'avoir accepté tout ça, d'avoir laissé les Warren faire leur cirque. Finalement, c'est peut-être elle, la sorcière. C'est elle qui attire apparemment tout ça dans la maison. Publiquement, les Warren admettent ne pas avoir terminé l'enquête chez les Perron. Et vous allez me dire, c'est quoi la cause? Un désaccord avec Roger, un mari inquiet pour la santé mentale de sa femme. Ils ne reviennent ensuite qu'une seule fois pour prendre des nouvelles de Caroline, savoir si tout va bien. Mais personne là n'a accepté de les laisser entrer dans la maison. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont filmé, ces fameuses caméras présentes ce soir-là sur le tournage? Eh bien, les bandes sont vides malheureusement et n'ont rien enregistré. En somme, jamais aucun enregistrement, ni vidéo, ni audio ne paraîtra concernant leur intervention chez les Perron. Et comme pour la majorité des enquêtes de ces pseudo-enquêteurs. Et si eux ne reviennent jamais à la maison, la hantise continue pour les Perron. 6 années de plus d'après leur témoignage, vivant de nombreux autres incidents sans que les Warren n'en soient informés. En 1979, le couple se résigne à vendre la maison à bas prix à un acheteur spécialisé dans les terrains vagues. Il faut dire que le terrain possède beaucoup d'hectares. La famille Perron alors quitte définitivement la maison pour s'installer en Géorgie. Elle est revendue ensuite en 1987 à un couple, Norma Sutcliffe et Gerald Elfrich. Ils vont y habiter pendant près de 35 ans avant la sortie du film The Conjuring qui viendra gâcher le calme de leur propriété malheureusement. Car eux disent ne jamais avoir été témoins de phénomènes paranormaux. La famille Perron, elle, n'a pas eu de nouvelles des Warren jusqu'en 1980, date à laquelle Lorraine recontacte Caroline. Elle souhaite en fait lui acheter des droits d'exploiter leur histoire de hantise et lui propose une jolie petite somme d'argent. C'est à la même d'ailleurs période que sort le film Amityville et leur autobiographie. Mais les Perron refusent de les laisser exploiter leur histoire. Officiellement, ils ne seront même pas au courant de la production du film The Conjuring. Le scénario est donc basé sur des enregistrements supposés de Caroline dans une version assez déformée pour ne pas avoir à payer les droits. L'année alors où le film est en négociation avec James Wan, c'est Andrea Perron, à son tour, qui publie son autobiographie. Mais alors, pourquoi avoir mis 30 ans à écrire son histoire? Alors, selon elle, il a fallu longtemps à la famille pour surmonter son traumatisme et discuter de tout ce qu'ils avaient vécu. Lors du tournage avec Lorraine, en consultante, la famille Perron est même invitée sur le plateau. Seule Caroline ne s'y rend pas. À la sortie du film, les propriétaires de la Old Arnold Estates, Norma Sutcliffe et son conjoint, découvrent que leur maison est facilement identifiable. Alors vous imaginez, ça va être un enfer pour eux, ils vont être envahis d'une horde de touristes en quête de sensations fortes. D'autant que personne ne les a jamais prévenus ni informés de la préparation du film. Horrible pour eux. Ils sont alors épuisés par les pèlerins de l'étrange qui viennent visiter le domaine, prennent des photos et repartent comme si c'était complètement ok. Balançant ensuite, vous imaginez, les images après ça sur YouTube sans aucun consentement des propriétaires, sans parler aussi d'Andrea Perron qui a aussi diffusé les enregistrements d'une discussion entre elles révélant au public l'identité de Norma. Un enregistrement qui ne devait être exploité qu'à des fins personnelles. Pour tenter alors de débunker le cas Perron et faire retomber un petit peu la fougue autour de la maison, Norma contacte un historien. L'historien en question, Kent Spotwood, démonte toute la version des Perron. Et pour une vidéo extrêmement détaillée dont on salue le travail, je vous renvoie vers la chaîne d'Occulture, les frérots. En résumé, que du bullshit. Pas de mort de froid, pas de suicidé, pas de viol d'enfant, pas même une trace du passage de John Smith. En tout cas, pas à la Old Arnold Estates. Ce que je vous raconte depuis le début est entièrement faux. Toute l'histoire de la famille Perron semble en réalité déformée à partir de vagues faits historiques, voire complètement inventées. Et alors Bacheta, c'est vrai, c'est faux, qu'est-ce qu'on en dit de ça? Non, parce qu'il y a quand même bien une Bacheta Sherman à Harrisville, il y a une tombe, il y a une photo, qu'est-ce que c'est du coup? Oui, ça par contre, c'est vrai. Mais elle n'a jamais vécu dans la Old Arnold Estates, mais dans une ferme voisine. Elle n'a jamais eu d'autre enfant que son fils unique, Herbert. Et la mort d'un nourrisson sous sa garde, c'est probable en réalité, oui, que la pauvre Bathsheba ait été accusée à tort d'un crime qu'elle n'aurait pas commis. Aucune preuve qu'elle ait été une sorcière diabolique, avide de jeunesse éternelle du coup. Mais il faut le dire qu'à son époque, il suffisait juste d'un décès soudain un peu inexpliqué d'un nourrisson pour qu'on accuse comme ça une femme de sorcellerie qui n'a absolument
rien demandé. Finalement, Andrea Perron elle-même dira que la présence des Warren ne les a pas trop aidés dans cette maison. Elle n'a même fait honnêtement qu'aggraver la situation. Norma Sutcliffe, elle, revend ensuite la maison au couple Eidzen. Ce sont des chasseurs en fait de fantômes qui sont ravis de mettre la main sur la véritable maison de hantise des Perron. Bien sûr, eux affirment être témoins de phénomènes étranges et ouvrent le lieu aux autres enquêteurs du paranormal. Et bon, évidemment, pas gratuitement, bien sûr. Ils en font tout un business. Comptez 125 $ la nuit. Ça fait beaucoup. En 2021, ils revendent alors la maison pour 1,2 million de $, après l'avoir acheté 439 000 $. Belle opération. Alors, vous en pensez quoi de la hantise de cette famille Perron? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un délire collectif, une supercherie, une crise familiale, ou alors une véritable hantise? Je suis super curieux, les amis, de connaître vraiment vos avis dans les commentaires sur l'histoire que je viens de vous raconter. Alors surtout, les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à commenter fantôme. Je trouve ça très marrant que vous mettez des fantômes. Voilà, parce que les gens vont pas comprendre dans les commentaires, ça va être très drôle. Si vous avez des amis qui font cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça me montrera que vous voulez encore des histoires comme ça. N'hésitez pas aussi à me le mentionner dans les commentaires si vous voulez d'autres histoires comme ça, où je raconte des histoires paranormales bien détaillées, où on essaie de débunker un petit peu le vrai et du faux. Je vous laisse passer une très bonne nuit. Moi, je vais aller dormir parce que là, je suis pas confiant du tout. Les maïs. Depuis tout à l'heure, on entend plein de petits bruits d'animaux, ça me fait un peu bader. Je vous laisse, à très vite, et on se dit à plus. Ciao tout le monde. Yes, but the thing is, it's a trap. Chips on your hand, Captain. We're bored. I think I'll go first. I'll get them to follow me. Because then my guys get them from behind. You see, I'm distracting them from my guys. Shit! Guys, I get you hit! Oh, did I forget you? Oh, I forgot you. Fuck! Damn it! This is too hard! No, we got this. If I didn't have forgotten to hit, I could have tightened them more. Do you guys think it's a good idea if I go first? Like I want to? Boy. Or do you guys think it's better to wait for them? Maybe it's better to wait for them. Because if I have to run last with less guys on me, the more damage I can do. Yeah? I do have to help. Ooh. Okay. Ship happens. Captain at the helm. Okay. Okay. The food. They go. Hold on. Why are my guys fighting 2 versus 1? My guys are stupid!